Bonjour. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour cette conférence qui va porter sur un sujet large et l'actualité, faire la loi et l'appliquer en santé. Donc peut-être en préambule, vous dire qu'on va s'adapter à la séquence d'hommage qui va avoir lieu au niveau national à 12 heures à la suite de la tragique perte que nous avons connue au CHU de Reims, c'est-à-dire l'assassinat d'une infirmière il y a de cela quelques heures. Et donc la minute de silence va être respectée dans l'ensemble des hôpitaux de France. Nous allons également la respecter dans l'ensemble du salon et donc dans cette salle également. Et puis également, donc Amélie Verdier devra nous quitter un peu en avance pour la séquence organisée autour de la Première ministre à l'hôpital Georges Pompidou à 12 heures. Voilà. Donc ça, c'est pour le point d'articulation. Ensuite, pour ce qui concerne les intervenants, je les laisserai se présenter si j'oublie des qualités ou des fonctions, ce qui est possible. Je commencerai par évidemment Claude Évin, donc, que vous connaissez toutes et tous, donc ancien ministre, député et accessoirement ancien président de la FHF. Bon. Donc Stéphanie Rist, rapporteure générale de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, députée et du Loiret, exactement. J'avais un doute sur la circonscription. Amélie Verdier, donc directrice générale de l'Agence régionale de santé Île-de-France et présidente de la conférence nationale des directeurs généraux d'ARS. Et puis Nicolas Da Silva, donc vous êtes économiste et puis auteur d'un essai remarqué et assez critique sur l'histoire de la sécurité sociale qui a paru récemment. Et nous serons rejoints par Frédéric Valtou qui sera là dans une minute. Voilà, alors peut-être pour commencer, vu l'aspect horaire que j'évoquais, on va changer un petit peu l'ordre que j'avais imaginé et commencer peut-être par des sujets d'actualité. On parle beaucoup de réformes, de transformations et de la place que la loi doit prendre ou peut prendre dans ces transformations. On voit d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de lois. Mais peut-être que la première question que je voudrais poser à Amélie Verdier, ce serait... est-ce qu'au fond, pour conduire les transformations dont nous avons besoin, tout relève de la loi ou pas? Et qu'est-ce qui n'en relève pas? Et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau régional pour conduire les transformations, pour impulser des dynamiques nouvelles entre des acteurs et notamment casser ces fameux silos que l'on évoque souvent entre les différents acteurs? Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous, et donc effectivement par avance toutes mes excuses de devoir vous abandonner, mais donc je reviendrai bien sûr à la fois pour participer à la fin, éventuellement prendre des questions. Bon, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet qui n'est pas simple, puisque bien sûr, et je le dis évidemment devant une et bientôt deux membres de la représentation nationale, bon, la loi c'est entre guillemets pour nous la base, et c'est aussi la base y compris en termes de promesses républicaines d'égalité d'accès aux services publics. On commence par là en fait, et il faut toujours rappeler la raison des règles. Bon, cela dit, vu l'objectif de ce débat, je vais pas être trop longue sur ce point-là. Moi je voudrais insister peut-être sur deux choses. D'abord, l'appliquer. Et en fait, c'est une préoccupation, je pense, constante, en tout cas, j'allais dire, des directeurs généraux d'ARS, oui, je peux le témoigner, de moi en tout cas, c'est qu'effectivement, on se dise aussi à chaque fois, qu'est-ce qu'on a cherché à faire et comment on l'applique. Et pour être direct, je trouve que la santé est une matière dans laquelle on a parfois un niveau de précision dans la loi qui est très élevé par rapport à l'objectif poursuivi. C'est une pratique peut-être qui existe dans d'autres domaines. Claude Évin pourra peut-être nous faire part de ses souvenirs. On a beaucoup de cas où, en fait, voilà, dans le feu du débat, on amende, on précise, etc. En santé, c'est partiellement vrai. Santé, je le dis d'ailleurs, santé au sens large, parce que dans le médico-social, alors là, c'est aussi, on vogue de découverte en découverte. Dans le cas où, en fait, à partir d'une intention claire, par exemple, structurer l'exercice coordonné entre professionnels de santé. Très bien, ça c'est clair. C'est un objectif, on donne le cadre dans lequel voilà, la représentation nationale souhaite l'inscrire, et ensuite, parfois, on rentre dans du détail très, très fin sur comment il faut faire. Alors, on est dans un monde, je vais essayer d'aller quand même un peu plus dans le dur, si je puis dire, dans lequel, nous, DG d'ARS, on a de plus en plus quand même de capacités
à revenir à l'esprit et peut-être un tout petit peu s'affranchir de l'excès de précision. L'occasion de rappeler qu'on a, de manière maintenant un peu ancienne, essayé d'innover avec les articles 51, fameux dit article 51 de la LFSS. Donc ça permet de tester de nouvelles organisations et nouveaux financements de modes d'organisation en santé. Ce n'est pas forcément les ARS qui en sont à l'origine, mais on les accompagne. Et c'est aussi une question nouvelle, c'est une approche nouvelle en termes de loi financière d'ailleurs, de se dire qu'on testait et qu'ensuite on regarde ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et voilà, je crois que c'est ce qu'avait aussi voulu le législateur quand même, donc c'est un point important. Et puis, plus récemment, un pouvoir d'expérimentation qui est quand même assez net. On nous donne la capacité, là, le décret vient de sortir, de déroger à la règle, donc avec un pouvoir de dérogation qui existait déjà pour les préfets et qui donc vient d'être reconnu pour les DG d'ARS. Effectivement, on a tous envie de s'en emparer, pas pour le principe de faire différemment, mais pour essayer de lever des obstacles qu'on rencontre tous dans notre quotidien, j'ai des initiatives locales qui fonctionnent, qu'est-ce qu'on fait pour aller au-delà? Et ce pouvoir de dérogation, il n'est pas évidemment fait pour qu'on bascule dans l'illégalité, il est fait pour qu'on puisse déroger à des normes de niveau réglementaire, pour des situations individuelles, pour des motifs d'intérêt général, etc., etc. Et là où ça peut coincer, c'est qu'il nous est déjà arrivé, on en parle entre DG d'ARS là, juste en cette fin de semaine, de constater qu'on a un consensus sur un sujet de difficulté, on regarde, et puis en fait non, on ne peut pas déroger, parce qu'on est dans la loi. Je prends un exemple qui est, je pense, frappant. Installation des officines. On a une législation qui est, je me permets peut-être le mot un peu fort, mais un peu héritée d'un monde où on avait plutôt un excès d'offres. Et donc on se disait, il faut réguler les choses, puisque sinon l'offre crée sa propre demande, sous le contrôle d'un éminent économiste à mes côtés. Donc ça, là, la règle, elle est claire, on la comprend. Quand on est dans des bassins de vie, parce que c'est à cette échelle-là que ça se joue, qui sont dynamiques au plan démographique, on a très souvent, on est saisi par des élus locaux qui, à juste titre, nous disent je vais inaugurer le nouveau quartier, les habitants s'installent, est-ce que je peux mettre la pharmacie? Et là, on lui répond recensement INSEE 1er janvier, mais bon courage, et on va tous les ans se prendre rendez-vous. Voilà. Donc, c'est des cas, encore une fois, il ne s'agit pas de revenir sur l'esprit de la règle, mais de se demander si, dans ces cas-là, on a un petit peu de marge pour s'ajuster. Bon, je peux continuer, mais je ne voudrais pas prendre la place trop dans le débat. On a, en tout cas, à cœur, je dirais, de revenir à effectivement ce qui est le sens de la loi. Et ça renvoie aussi beaucoup à des débats très républicains classiques, égalité, équité, parce qu'on est là pour défendre l'égalité d'accès aux soins. Qui existe plus ou moins selon les territoires. Je prends une seconde ma casquette strictement francilienne, 12 millions d'habitants, une région à la fois la plus riche et la plus inégalitaire de France, y compris en matière d'accès aux soins. Et donc, en fait, il faut qu'on arrive à effectivement trouver des leviers concrets. Et c'est en ça qu'il nous semble important dans ce cadre-là, qu'on puisse relayer aussi les cas où la loi finit par être un obstacle plutôt qu'un facilitant. Merci beaucoup. Alors peut-être sur cette question d'actualité, maintenant poser la question à Stéphanie Rist sur la façon dont vous voyez précisément ce rapport à la loi qui est à la fois très ambitieuse et très précise, et parfois certains disent trop précise, et les enjeux précisément du point de vue de la mise en œuvre, de l'articulation ces prochains mois. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Déjà, partir du fait que quand les députés proposent des lois, c'est parce qu'il y a une demande de leurs citoyens, de leurs concitoyens. C'est pas parce que ça passe dans la tête du député. Et dans la santé particulièrement, on voit ces dernières années un grand nombre de propositions de loi, un sujet qui devient très généralisé dans l'ensemble des députés, pas que ceux de la Commission des affaires sociales, parce qu'il y a des difficultés sur tous les territoires et parce qu'on doit répondre à longueur de journée dans nos permanences à des questions de concitoyens. Le rôle du parlementaire, ça va être donc d'essayer de répondre et d'entendre les concitoyens et de proposer des lois, mais c'est aussi d'évaluer les lois qui ont été votées et qu'il y ait une part
qui est un petit peu moins, je dirais, fun pour les députés et qui est un peu moins faite que les propositions de loi qui sont plus médiatiques et tout ça. Donc le rôle de l'évaluation, et on a renforcé ce rôle-là avec le printemps social de l'évaluation grâce à la loi Meignet, puisqu'on maintenant on a un vrai moment en séance publique sur ce printemps social de l'évaluation où on évalue les dernières réformes. Clairement, cette année, moi j'ai bossé sur les réformes de financement. Certains articles 51, financement psychiatrie, qui vont être présentés début juin dans l'hémicycle. Donc ce rôle de l'évaluation, il est vraiment important parce que ça met en lumière un peu ce que vous avez dit sur les difficultés d'application qui peuvent avoir lieu et peut-être des modifications pour améliorer l'application. Alors sur le sujet de la loi est très détaillée, rigide, en fait rigide derrière, c'est comme les sujets de simplification. On nous demande à longueur de temps de simplifier, mais en fait, les acteurs eux-mêmes nous font rendre rigide la loi. C'est-à-dire, quand on commence avec une proposition de loi avec quelques articles, on voit une expansion d'articles parce qu'entre-temps, on a fait les auditions de tous les acteurs et que chacun des acteurs nous demande de préciser, soit pour se protéger pour des bonnes raisons, pour se protéger, soit parce qu'on a oublié des trucs. Donc, en fait, cette complexité, elle arrive aussi à la demande des acteurs et pas forcément du parlementaire au démarrage. C'est pas lui qui a peur de ce qu'il propose, parce que lui, il donne le sens. La loi donne le sens, vous l'avez très bien dit. Et je crois que ce travail-là, il faut qu'on le fasse ensemble. Chacune des auditions nous entraîne des amendements supplémentaires des professionnels. Donc c'est comme vraiment dans tous les domaines on retrouve ça. C'est-à-dire si on parle de loi sur les travaux publics, sur le logement, on va avoir chacune des confédérations du bâtiment qui va nous rendre plus rigides les textes et puis après nous dire oui c'est beaucoup trop compliqué, vous mettez beaucoup trop de normes. Mais en fait c'est à la demande même voilà, donc c'est un travail qu'on doit faire ensemble et je pense que le moment de l'évaluation des lois est un bon moment pour retirer toute une partie de ces lois. Voilà. Et puis, c'est dans toute notre société qu'on doit passer de ultra-administré à une société de confiance, je dirais, et avec des objectifs. Et c'est ça qu'on doit arriver à transcrire dans la loi, ce qui n'est pas simple, puisqu'encore une fois, on a cette tendance expansionniste d'amendements. Et depuis 6 ans, on a énormément d'expansion d'amendements. Hein. Quand vous regardez le nombre d'amendements votés dans les lois, on a vraiment plus que doublé par rapport aux anciens mandats. Donc voilà, mais c'est un travail qui ne vient pas que des parlementaires. Merci beaucoup. Alors peut-être maintenant, après cette discussion sur le contexte actuel, reprendre le fil historique de l'évolution avec. Alors je voudrais poser une question à Claude Évin, puisque vous avez été successivement député, ministre et directeur général d'ARS, sur la façon dont vous voyez dans le temps ces évolutions du point de vue de la loi, mais aussi l'articulation entre les différents acteurs, l'État, l'assurance maladie et puis l'administration régionale et les acteurs privés. Oui, alors je ne vais peut-être pas faire, bonjour d'abord à chacune et chacun d'entre vous, je ne vais peut-être pas faire un rappel historique, mais quand même revenir peut-être un peu, parce que j'ai en tête deux idées sur la question que vous aviez déjà posée là, en introduction, qui est la loi, à quoi elle sert. D'abord, il y a la loi et puis le règlement, il y a aussi les décrets. Hein. À titre d'anecdote, je crois que demain, les éditions Dalloz sortent la nouvelle édition du Code de la santé. Et je crois que cette année, il y aura 2 volumes. Sous réserve d'avoir revérifié, quand j'ai voulu aller regarder à quel moment je pouvais aller acheter mon code, il y a 2 volumes. Ce qui montre bien l'inflation. Si vous voulez. Alors, sur le plan historique, on peut regarder ça. Hein. Alors, il y a la loi et le règlement. Il n'y a pas que la loi. La loi, elle peut être utile parce qu'il y a des sujets qui n'avancent pas s'il n'y a pas un moment, une cristallisation dans un texte. Et je vais prendre un exemple très concret concernant les établissements publics de santé, c'est les GHT. Quand je présidais la Fédération hospitalière de France, je me suis répandu dans toutes les réunions régionales pour plaider sur la stratégie de groupe et dire qu'il faut que les établissements définissent une stratégie commune au niveau des établissements publics. Pour autant, il ne s'est quasiment rien passé. La loi de 2009, la loi HPST, elle avait créé les CHT, communauté hospitalière de territoire. Il a fallu la loi qui a d'ailleurs été volontaire à ce moment-là, il a fallu la loi de 2016 pour qu'il y ait une obligation. Donc la loi, elle peut être utile pour un moment dire on y va, quoi.
On y va d'autant plus qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de refus, quoi. Bon, il faut vraiment qu'on y aille, même si on peut critiquer le fait que la mise en place assez rapide en 6 mois avec un projet médical élaboré en 6 mois, c'était quand même difficile, fait que les GHT sont peut-être très inégales. Je vais prendre un deuxième exemple, et je vais rebondir après sur la relation justement avec les acteurs. La loi de 2016, elle définit le service public de santé. Les établissements qui assurent le service public, ce sont des établissements dans lesquels tous les professionnels sont à tarif opposable. Entre parenthèses, ce n'est pas vrai, parce que dans les établissements publics, je rappelle qu'il y a des professionnels qui pratiquent sans être à tarif opposable, dans des conditions réglementaires naturellement, mais du coup, on n'a pas, de mon point de vue en tous les cas, et peut-être que ce sera considéré comme peut-être un peu polémique de ma part, mais on n'a pas fait porter le débat au niveau des acteurs sur c'est quoi le service public, ou disons c'est quoi les missions d'intérêt général que doivent remplir tous les acteurs du système de santé, que ce soit les établissements publics, que ce soit les établissements privés, que ce soit les professionnels libéraux. Et on traîne ça d'ailleurs, le fait de ne pas l'avoir, et peut-être que ça va être un des sujets s'il va rebondir sur ta proposition de loi, mais le fait de ne pas avoir porté dans un débat public sur quelles sont les missions d'intérêt général qu'on attend de l'ensemble des acteurs au regard des besoins de la population, parce que moi j'entends bien que la loi, elle est là parce que ça répond à des besoins de la population, mais en fait on est quand même dans un système de santé, parce que c'est le sujet que nous évoquons ce matin, dans lequel on ne peut pas faire bouger le système s'il n'y a pas une certaine ou une relative adhésion des acteurs. C'est quand même une des particularités de notre système. On le voit avec la convention médicale récemment. C'est-à-dire que si les acteurs n'adhèrent pas, ils ne signent pas. Sauf que s'ils ne signent pas, on a effectivement des moyens de les obliger avec le règlement arbitral pour la convention médicale. Mais concrètement, on va obtenir quoi des acteurs s'ils sont figés et bloqués? Donc on a besoin des acteurs. Il ne suffit pas de faire passer un texte de loi. Et donc la cristallisation, de mon point de vue, dans la loi de 2016 sur la définition du service public fait qu'on n'a pas la possibilité d'embarquer l'ensemble des acteurs sur des définitions de missions dans lesquelles tout le monde serait obligé de s'impliquer. Donc, la loi, elle est utile, je viens de l'évoquer, mais il faut effectivement... ça ne suffit pas. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut que nous ayons en tête. Moi, j'étais suffisamment longtemps législateur, je présidais la commission des affaires sociales, etc. J'étais rapporteur d'un certain nombre de textes, donc je suis relativement... je suis assez attaché à la loi, mais je ne considère pas que la loi, ça doit être... la réponse magique à l'ensemble des problèmes auxquels nous sommes confrontés, à plus forte raison dans le système de santé, compte tenu justement de la nécessaire mobilisation des acteurs, ce qui est quand même une particularité qu'on trouve moins dans d'autres domaines. Alors, historiquement, il y a quand même eu des évolutions, si vous voulez, très rapides, avec d'ailleurs des supports législatifs aussi auxquels les parlementaires, j'attire l'attention là-dessus, parce que moi j'ai connu une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est le fait que nous avions, avant la loi de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire avant les réformes de 93 ou 97, nous avions des textes chaque année qui étaient ce qu'on appelait des DMOS. Certains peuvent peut-être s'en souvenir. Et donc, parce que autant, et ça va peut-être être un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, autant, effectivement, je me méfie de trop légiférer, autant on a quand même besoin, pour les raisons que vous indiquiez tout à l'heure, on a quand même besoin de préciser un certain nombre de choses, parce que dans le domaine de la santé, il y a des questions de responsabilité, il y a des questions quand même assez sensibles, et donc il faut légiférer. Et donc nous avions des véhicules législatifs qui permettaient effectivement régulièrement d'introduire dans des textes des notions qui concernent l'organisation du système. On ne le peut pas dans la loi de financement de la sécurité sociale, parce qu'on est sous le contrôle du Conseil constitutionnel, susceptible d'être considéré comme un cavalier législatif. Et ce qui conduit effectivement à déposer des textes de loi et à revenir sur plusieurs loiristes, par exemple, parce qu'en effet, il n'y a pas ce véhicule dont nous disposions précédemment. Je crois que c'est un des éléments aussi qu'il faut intégrer, parce que du coup, ça cristallise dans le débat au moment où il y a un texte, pas comme ça, alors qu'on arrivait à diffuser des mesures législatives, où elle est distillée d'une certaine manière dans différents textes que nous avions, alors que maintenant, il n'y a plus ce genre de texte. Et dans partage du pouvoir, quelque chose qui n'existe plus ou beaucoup moins aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, dans les caisses de sécurité sociale, nous avions des conseils d'administration qui étaient élus à
3/4 par les cotisants salariés, 1/4 par les cotisants patronaux. Et donc on avait un système donc, de double pouvoir. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y avait pas le pouvoir du parlementaire, puisque l'État était encore là. Il posait des lois très importantes, il y avait un niveau de décision très important sur beaucoup de points décisifs du système de santé, notamment le taux de cotisation, mais aussi certains éléments qui sont ceux de la définition des prestations, mais pas tout. Il y a eu en 1945, et c'est à ça que j'essaie de me raccrocher pour expliquer le mouvement d'étatisation et ses limites, en 1945, il y a eu l'émergence d'une démocratie sociale. Et cette démocratie sociale, le premier empressement qu'il y a eu de la part du pouvoir politique, des parlementaires, ça a été de le remettre en cause. Donc, et c'est ça le grand paradoxe, parce qu'aujourd'hui on entend parler nos représentants, et eux aussi ils se rendent bien compte que peut-être qu'ils ont trop de pouvoir à décider tout seuls, ils n'arrivent pas à mettre d'accord les acteurs, alors qu'on avait inventé ce système de double pouvoir avec d'un côté l'État qui votait de grands règlements très larges, et de l'autre côté une sécurité sociale dans laquelle il y avait une forme de démocratie sociale qui pouvait s'exprimer, et donc une forme de normativité différente. Et c'est bien ça la première chose qui a été contestée. Et très rapidement, les premières lois sur la sécurité sociale ne sont pas du tout des lois d'économie. Il y en a. Ce ne sont pas du tout des lois d'organisation. Il y en a. Mais les lois les plus importantes, ça a été des lois de reprise du pouvoir sur les caisses de sécurité sociale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste bien entendu des traces de la division de ces deux institutions entre la sécurité sociale et l'État, par exemple dans les comptes publics. Dans les comptes publics, il y a les administrations centrales et les administrations de sécurité sociale. Mais la division du pouvoir, elle n'existe plus, puisqu'il y a une forme de concentration des pouvoirs dans l'État. Alors on pourrait se dire, oui, mais et alors ? Et alors, ça change beaucoup de choses. Ça change quoi ? Ça change le fait que, puisqu'il y a moins de personnes qui sont mises en position de décider sur le système de santé, c'est beaucoup plus difficile de les concerter. Et la façon de défendre certains projets, elle est très différente, puisque les intérêts qui sont défendus dans les caisses de sécurité sociale, où il y a des élus représentants des salariés et du patronat, elle est différente que ce qui se passe au Parlement. Il ne s'agit pas pour moi ici de dire que les caisses de sécurité sociale et la démocratie sociale, c'est mieux que la démocratie parlementaire. Il s'agit de rappeler le fait que historiquement, il y avait un système de protection sociale qui était beaucoup plus démocratique. Il y avait une pluralité démocratique, et c'est ça qui a permis le développement du système tel qu'on l'a connu. Et qui a permis notamment de donner du poids, de la force à des outils qu'aujourd'hui on aurait tendance à critiquer, alors qu'ils ont été au fondement de notre système. Je pense en particulier aux conventions entre la sécurité sociale et les professionnels. Alors évidemment, il y a beaucoup de limites, beaucoup de discussions là-dessus, mais l'enjeu de la sécurité sociale après 1945, ça a été l'enjeu de sa dédémocratisation. Et on voit aujourd'hui toutes les limites de l'étatisation. On est incapable de réussir à réformer le système en mettant d'accord les acteurs. Et une solution pour aider nos élus, ce serait peut-être de partager le pouvoir. Et il y a des expériences historiques qui montrent que ça peut fonctionner, et des expériences aujourd'hui qui montrent que ça peut fonctionner, par exemple sur le régime local, dans lequel il y a encore des caisses où les représentants ont un pouvoir, notamment un pouvoir sur le taux de cotisation. Donc je pense que partager le pouvoir, ça peut rendre plus facile la réforme du système de santé. Merci. Alors je crois qu'il y a des réactions, Claude Évin puis Stéphanie Rist. Moi j'ai plus de responsabilité, donc je peux faire de la provoque. C'est intéressant effectivement de reprendre. La sécurité sociale, c'est pas uniquement que l'assurance maladie. C'est effectivement les retraites, c'est effectivement les allocations familiales, et d'une certaine manière, il y a la notion de salaire différé. Quand on est sur la question de santé, on est à la fois sur des questions de financement et sur des questions d'organisation du système. Et il y a un débat avec les acteurs. On pourra y revenir. C'est d'ailleurs un des éléments, je l'ai un peu évoqué dans mon propos précédent, c'est d'ailleurs un des éléments qui limite parfois l'évolution des sujets, parce qu'effectivement, il y a quand même des sujets sur lesquels on ne peut pas les mettre en œuvre s'il n'y a pas un accord avec les acteurs, notamment avec les professionnels.
Mais là, c'est là que je vais peut-être, pour certains, être considéré comme provocateur. Quel est le rôle que peuvent jouer réellement les représentants d'organisations syndicales qui siègent dans les conseils d'administration des caisses? Aucun. Et il suffit de regarder quel était le contenu des des conventions médicales lorsque c'était, y compris Jean-Marie Spetch, j'ai eu l'occasion d'en discuter à plusieurs fois avec lui, hein, ou d'autres présidents de conseil, Maurice Derlin, moi j'ai connu quand j'étais effectivement ministre. Bon, c'était une discussion tarifaire. Ça reste d'ailleurs marqué encore aujourd'hui dans les négociations conventionnelles. On l'a vu, y compris même actuellement. Mais c'était encore pire quand c'était effectivement un rapport entre les syndicats de professionnels et les syndicats de salariés. Alors que l'organisation même du système ne dépend pas uniquement des tarifs, on le voit bien d'ailleurs dans la discussion sur laquelle ça a chopé dans la convention médicale, mais on continue de traîner ça. Or, je trouve qu'il n'y a pas de légitimité à ce que, effectivement, il y ait des organisations syndicales de salariés et patronales, hein, qui discutent avec des organisations syndicales de médecins pour savoir à quel tarif on va mettre la consultation, alors que la question qui nous est posée, c'est comment on organise le système pour permettre un accès à toute la population dans des territoires dans lesquels, en effet, c'est des sujets de préoccupation de Frédéric aujourd'hui et de vous aussi, mais c'est... Or, la convention médicale n'a jamais pris ça en compte, jusqu'à ce que, pendant que c'était les organisations syndicales qui présidaient les conseils d'administration. Hein. Alors, c'est la loi de 2004. Bon, moi, j'étais dans l'opposition à l'époque. C'était Philippe Douste-Blazy qui était le ministre. Bon, donc, je n'ai pas voté nécessairement ça. Mais j'avais commencé, puisque de toute manière, les élections aux caisses de sécurité sociale, ça fait longtemps qu'elles avaient été abandonnées. Et j'y ai contribué, d'ailleurs. Bon, parce qu'il n'y avait pas de légitimité particulière. Donc, moi, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on aborde, c'est-à-dire, c'est quoi notre... Alors, il y a un débat, effectivement, par rapport à l'étatisation, qui est un débat d'une autre nature, de mon point de vue, qui est effectivement le rapport entre les services du ministère de la Santé et l'assurance maladie. Et là, il y a un vrai sujet à conduire, parce que je pense effectivement que la situation actuelle n'est pas satisfaisante de ce point de vue. Hein, parce que même s'il y a du travail qui se fait et que les gens se parlent, ce n'est pas une question de mauvaise volonté de la part des personnes, mais c'est des questions institutionnelles. C'est qu'il y a des mécanismes qui sont effectivement différents au niveau des services de l'État versus les services de l'assurance maladie. Bon, et donc il y a là un travail à faire, mais c'est pas du tout, c'est pas en réintroduisant, c'est pas ce que vous préconisez peut-être, mais au niveau de l'analyse que vous faites, pour dire que c'était beaucoup mieux avant, quand on permettrait, si on permettait qu'il y ait un débat avec les organisations syndicales de salariés. Non, il y a un débat avec les organisations syndicales des professionnels, avec la représentation des professionnels, et c'est là la complexité du sujet. Mais personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait légitimité à réintroduire les organisations syndicales de salariés dans le débat avec les syndicats des professionnels de santé, que ça donnerait plus d'espace, parce que les préoccupations ne sont pas les mêmes. Une deuxième réaction? Oui, très, très rapidement, parce que je vais pas redire ça, mais moi, en tant que parlementaire, je suis très pour partager ce pouvoir avec la représentation syndicale, à la condition que le partage de ce pouvoir soit aussi le partage d'une certaine forme de responsabilité. Ça va avec. En tant que rapporteur de la Commission des affaires sociales, je dois maintenir des comptes sociaux à l'équilibre. Cette responsabilité, moi, je suis d'accord de la partager avec le pouvoir. C'est pour cette raison que cette déviance au fur et à mesure des années que vous décrivez, elle a été faite. C'est qu'il y a aussi le principe de réalité, du maintien de nos comptes sociaux, justement pour préserver ces comptes sociaux. Peut-être qu'on pourrait réagir dans le deuxième thème que je voudrais aborder frontalement, si je puis dire, sur la question de la gouvernance précisément. Claude Évin, vous mentionniez parmi les sujets intéressant le rapprochement entre l'État, les ARS et l'assurance maladie notamment. Du point de vue de cette gouvernance, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau régional, mais aussi au niveau national? Parce qu'on voit bien que effectivement, les négociations conventionnelles avec les représentants, notamment des syndicats de médecins libéraux, aboutissent difficilement, c'est le moins qu'on puisse dire ces dernières semaines. Comment est-ce qu'on pourrait redonner du souffle ou créer des conditions de déblocage? Alors, c'est une question qui n'a peut-être pas de réponse, mais je vous la pose quand même. Ce que je voudrais dire un peu schématiquement et rapidement, c'est que il y a deux sujets auxquels historiquement on est confronté. C'est effectivement la difficulté de la gouvernance d'un système entre l'organisation et le financement,
Et en fait, on ne peut pas parler d'organisation si on ne parle pas de financement, et on ne peut pas parler de financement si on ne se pose pas des questions de l'organisation, car il ne suffit pas qu'il y ait un Ondam qui soit voté si on ne se pose pas la question d'efficience de l'organisation, y compris d'ailleurs pour répondre aux besoins de la population, l'organisation de parcours de soins, l'organisation territoriale, etc. Donc les deux sont intimement liés. Et c'est donc autour de ces deux sujets qu'il est nécessaire de poursuivre des réformes, de mon point de vue. Je vais y revenir après. Puis il y a un deuxième sujet qui est effectivement la nécessité d'avoir une capacité d'initiative au plus près du terrain. Amélie Verdier y a fait une allusion tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'effectivement les acteurs au niveau des terrains, parce que les territoires sont effectivement différents et l'organisation ne peut pas être la même sur l'ensemble du territoire national plaqué dans des organisations géographiques, populationnelles, culturelles différentes. Donc il faut qu'il y ait cette préoccupation du terrain. On a commencé à avancer avec, je crois, la création des agences régionales de santé, car elles répondent à ces deux principes, à ces deux préoccupations. Un, c'est de rapprocher le fonctionnement de l'État et le fonctionnement de l'assurance maladie, puisque dans les ARS, qui sont des établissements publics, il y a des gens qui viennent des services de l'État, qui étaient les DAS et les DRAS auparavant, et des gens qui viennent des services médicaux d'assurance maladie et des caisses régionales et primaires d'assurance maladie. Et d'autre part, on s'est donné un outil qui n'existait pas auparavant, même qui n'était pas suffisamment mobilisable avec les ARH, qui était effectivement une possibilité d'organisation territoriale avec le projet régional de santé, le schéma régional, etc. Donc, bon, simplement, constatons que cette démarche, qui a sans doute encore des besoins d'être confirmée et d'être améliorée, elle n'a pas été suivie du même type de démarche au niveau national. C'est-à-dire qu'on continue d'avoir un ministère avec des directions qui sont elles-mêmes d'ailleurs souvent cloisonnées entre elles. Et puis, par ailleurs, une assurance maladie qui a aussi des missions qui sont naturellement des missions assurantielles, mais qui sont aussi des missions organisationnelles. Hein, quand l'assurance maladie, de manière d'ailleurs à mon avis intéressante et positive, signe l'accord conventionnel interprofessionnel, par exemple, c'est une démarche qui décloisonne l'intervention des différents professionnels et ça fait bouger les choses. Et ça, c'est de l'assurance maladie qui en prend l'initiative. Il ne suffit pas qu'il y ait un texte réglementaire qui conduit à créer des maisons de santé pluriprofessionnelles, ce qu'on avait fait précédemment, sauf qu'il fallait qu'on en assure le financement. Et la CI, à mon avis, a été un bon. Donc, il y a comment on articule les choses entre les services de l'État et les services de l'assurance maladie au niveau national dans la définition effectivement des enjeux et des outils à mettre à la disposition de l'ensemble des acteurs. Je crois que c'est autour de ça. Alors bon, il s'avère que lorsque j'étais parlementaire, je préconisais, en même temps que la création de la régionalisation, j'avais fait un rapport commission des affaires sociales d'ailleurs à l'époque, où il y avait y compris l'idée d'une agence nationale. Bon, c'est qui regrouperait effectivement des services de l'État et des services de l'assurance maladie. C'est une proposition qui peut faire l'objet de critiques, etc. Mais je pense effectivement qu'il y a besoin au niveau national de renforcer sur le plan institutionnel le lien entre les services de l'État et l'assurance maladie, parce qu'on ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Merci. Alors, peut-être une question pour Stéphane Iris, puis on reviendra ensuite au sujet aux solutions prochaines, notamment législatives. Sur ce sujet des négociations conventionnelles, notamment, comment est-ce qu'on peut débloquer la situation, ou est-ce que c'est un problème structurel? Comment la rapporteure générale voit le sujet sur le pilotage de cette gouvernance nationale? Le sujet de la négociation conventionnelle, c'est, je dirais, une assez grande frustration pour les parlementaires. Parce qu'on vote chaque année un budget, mais on n'a pas de levier, on ne suit même pas les discussions, on est au courant qu'à la fin, si ça marche ou si ça ne marche pas, en fait. Hein. On est très éloigné, on est comme dans un monde parallèle, en fait. Hein. Ça peut être un sujet. Nous, on peut être derrière. Voilà. Je reviens tout à fait d'accord sur le fait que même si les ARS sont sur le sens rapprocher les caisses des agents, on voit difficilement sur le terrain quand même cette efficacité de rassemblement entre la caisse et dans l'ARS. Et qu'il faudrait effectivement qu'au niveau, nous on est très demandeurs à ce qu'au niveau du ministère, il y ait ce rapprochement aussi, parce qu'en fait,
on voit bien cette dichotomie qui fait que d'un côté, on se retrouve avec des négociations conventionnelles en même temps que des propositions de loi ou même du PLFSS, hein, puisque ça a débuté en même temps que le PLFSS. Donc on est dans des mondes un petit peu parallèles alors que l'objectif final est le même. Donc je crois qu'il y a aussi d'autres leviers qui pourraient être pris en compte. On voit bien, si on prend la rémunération des médecins dans notre pays, vous avez d'une part l'assurance maladie qui va faire les négociations conventionnelles avec les médecins de ville, et puis l'État par l'intermédiaire des médecins salariés des hôpitaux. On voit bien là, c'est déjà un levier qui pourrait être creusé dans cette convergence pour peut-être rassembler déjà la même chose au même endroit. Je ne sais pas si je suis claire, mais je crois vraiment que cette convergence des rémunérations est un des moyens aussi de rassembler les deux. Merci. Alors, Frédéric Valletoux, donc vous êtes rapporteur de la loi santé qui sera prochainement examinée par l'Assemblée nationale, dans laquelle il y a notamment une évolution de la gouvernance territoriale des acteurs. Comment est-ce qu'on peut justement faire travailler différemment les acteurs au niveau territorial, impulser une dynamique nouvelle? Et une petite précision, je me permettrai d'interrompre la discussion à midi, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour 1 minute de silence qui sera respectée dans l'ensemble du salon, et nous reprendrons tout de suite après la discussion. Alors, en 2 minutes, pour au moins le démarrage du propos, merci de votre invitation. Ça fait évidemment plaisir de retrouver tous les amis de la Fédération hospitalière de France, que comme Claude, évidemment, on y a des attaches anciennes et profondes. Au-delà de ça, pour compléter le propos, avant de répondre à la question sur le territoire, on en parlera après. Très clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à comprendre la gouvernance du système de santé, qui est aussi aggravée par un élément qui n'a pas été évoqué là, mais qui sont la démultiplication des agences depuis une dizaine d'années, qui produisent aussi pour certaines d'entre elles leur propre approche normative, de la manière dont, je pense à la certification HAS, mais il y en a tout un tas d'autres, qui donc produisent aussi leur même approche normative, qui conduit aussi à influer dans l'organisation du système de santé, dans la manière dont il doit se penser et s'organiser. Et donc, inévitablement, quand on ajoute ça aux éléments qui ont été brillamment évoqués à l'instant par les uns et les autres, ça donne même pas une complexité, on n'est plus dans le domaine du complexe, on est dans le domaine parfois de uburois et des injonctions contradictoires et de cette impression on ne sait plus très bien qui pilote quoi et que sans doute tout ça manque de force. Donc voilà, il faudra un jour sans doute poser tout ça en prenant en compte à la fois l'histoire telle qu'elle a été rapidement décrite, même si elle a effectivement fait l'objet de quelques remarques que je partage, la nécessité de garder et de faire cohabiter ces mondes qui fonctionnent sur des financements différents et donner à un moment une unité de pilotage. Unité de pilotage à la fois dans la conception, mais aussi dans les financements, puisque ça ne peut pas être deux choses qui sont totalement décorrélées. Voilà, là je meuble peut-être en attendant 12 heures, mais comme il est moins une, oui. Je ne veux pas me lancer dans un exposé. Bon. Non, mais très bien. On va alors peut-être pour résumer là donc on a évoqué effectivement la question en introduction avant l'arrivée de Frédéric Valletoux des enjeux actuels, et on va y revenir dans un instant. On a évoqué un peu les enjeux. Les enjeux d'actualité sur la gouvernance, sur lesquels réagira ensuite également Nicolas Da Silva, j'imagine. Et puis ensuite, on évoquera la question des réformes actuelles, notamment avec la loi à venir et les priorités qu'on peut trouver à la fois pour l'organisation, à la fois pour le financement, avec les idées des uns et des autres. Mais c'est aussi peut-être, et on en parlera tout à l'heure, mais c'est peut-être qu'on espère, on est nombreux à espérer que à travers une approche plus territorialisée, on arrive à des éléments de simplification et de coordination que peut-être de manière institutionnelle, vue de la loi, vue de Paris, vue de l'unité centrale du système, on n'arrive pas à faire émerger. Regardez les ARS, Claude en parlait à l'instant et Stéphanie aussi, mais les ARS, c'est une idée de déconcentration, mais la déconcentration... Voilà, qui n'a pas les outils, mais qui n'est efficace que s'il y a de l'autonomie à la tête des ARS. Or, aujourd'hui, ça n'est qu'un démembrement d'une unité centrale qui reste le ministère de la Santé, qui elle-même, l'ARS, ne peut pas intervenir sur tout le champ des professionnels. Elle intervient principalement sur le public et en étant assez aveugle ou ayant moins de levier sur le monde libéral. Donc, on voit bien que tout ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est vrai que les ARS, c'est une bonne idée, mais qui n'a fait que démarrer qu'une partie du chemin. Voilà.
Merci. Et donc, mesdames, messieurs, je vous propose de respecter une minute de silence en mémoire de l'infirmière tuée ces derniers jours au CHU de Reims dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie. Sans transition. Donc pour en revenir au sujet d'actualité, effectivement, donc une loi sera bientôt examinée. Quels sont les grands axes de cette loi qui est portée par la majorité, notamment sur ces questions d'organisation? Peut-être que Frédéric Valtou peut nous en donner les grandes lignes. Bon, c'est une contribution au débat et à ce que devrait être une grande réforme de la santé, mais vu du Parlement, l'initiative de pouvoir faire des lois de cadre et un peu générales qui englobent l'ensemble du sujet est quand même assez limitée. Donc le sujet là, il est effectivement d'essayer d'accélérer, j'aime pas trop ce mot-là, mais la territorialisation du système, c'est-à-dire finalement l'opportunité donnée aux acteurs de proximité dans les territoires qui se connaissent, qui travaillent ensemble ou qui devraient mieux se connaître et mieux travailler ensemble, de pouvoir le faire dans un schéma effectivement où, comme le disait Claude Évin, d'abord les territoires sont très différents dans leurs besoins et dans leur capacité à agir et qu'à partir de là, les formes de prise en charge peuvent être différentes si tant est qu'elles aboutissent tous à la même idée d'essayer d'améliorer la prise en charge des populations concernées. Donc simplement, l'idée, elle est de donner corps à la possibilité pour l'ensemble des parties prenantes à la prise en charge des Français de pouvoir débattre ensemble à travers les territoires de santé qui sont déjà dans la loi mais qui sont aujourd'hui peu efficients dans leur approche et dans leur fonctionnement. Il y a des endroits ça existe, il y a des endroits ça n'existe pas, il y a des endroits ça marche à peu près, il y a des endroits c'est totalement des coquilles vides. Donc c'est de donner un peu de sens au dialogue permanent dans ces territoires de santé. Les territoires de santé, c'est quoi? C'est des bassins de vie qui paraissent cohérents aux acteurs du territoire dans une approche de politique de santé. Ça peut être une métropole, ça peut être un département si l'unité départementale dans un territoire fait sens. Ça peut être 3 territoires de santé dans un seul département. Ça, voilà, ça à la rigueur, ce sera, et c'est l'idée aux acteurs sur le terrain, avec les ARS, avec l'ensemble des parties prenantes d'en décider. Mais en mettant aussi autour de la table les collectivités locales parce que aujourd'hui, quand on parle de la prise en charge des Français, il n'y a plus que les soignants eux-mêmes. Il y a bien sûr les associations de patients, et ça fait un moment qu'elles sont dans la boucle, mais il y a les collectivités locales qui de plus en plus participent à travers leurs propres compétences ou parfois dans des initiatives qui vont au-delà de leur champ de compétences quand il s'agit de financer ou d'investir. Les collectivités locales sont partie prenante quand on parle de sport santé, quand on parle de prévention, quand on parle de suivi de publics diverses, fragiles ou autres. Les collectivités locales ont un rôle éminent et elles l'ont de plus en plus. Donc ces territoires de santé sont aussi le lieu où s'élabore la stratégie dans un territoire. Et l'idée, c'est le lieu aussi où on organise la réponse aux grands enjeux de santé qui sont des enjeux nationaux. La permanence des soins, la prévention, la juste répartition des forces dans les territoires. Confère le débat sur les déserts médicaux. Bon. Donc ça, c'est des objectifs de santé publique que l'État porte, que la nation veut voir mis en œuvre, mais la déclinaison territoriale sera évidemment très différente d'un territoire à l'autre. Donc cette proposition de loi donne du sens au territoire de santé, donne du muscle, donne une gouvernance qui aujourd'hui n'est pas très claire, associe les acteurs.
Et puis dans son volet libéral, à partir du moment où on demande à tous les acteurs d'être autour de la table, il faut que le partenaire aussi libéral le soit dans des formes qui soient organisées et représentatives. D'où l'idée de pousser un peu les feux sur les CPTS, les communautés professionnelles des territoires de santé. Donc il ne s'agit pas de défaire le fait que ce sont des organisations à la main des libéraux. Simplement, aujourd'hui, on voit que les CPTS qui marchent, même quand elles marchent très bien, elles agrègent 30-40% grand maximum des professionnels d'un territoire. Et si on veut que les réponses soient efficaces, si elle veut qu'elles emmènent au maximum du monde, maximum de monde, alors ça ne sera jamais 100% bien sûr des libéraux d'un territoire qui se reconnaîtront dans la démarche, mais néanmoins, si ça pouvait être un peu plus que 30 et 40%, ce serait positif. Donc l'idée, c'est d'accélérer à la fois la création de ces communautés professionnelles de territoires en santé dans le pays, mais en même temps d'emmener le plus de professionnels possible à travers, non pas une obligation, mais en tous les cas une adhésion qui soit réputée existante. À partir du moment où un professionnel s'installe et travaille dans un territoire, il sera réputé être membre, sauf s'il en fait des démarches pour en sortir, mais il sera réputé membre de la CPTS. Donc c'est aussi une demande qui est faite au monde libéral et bien de s'agréger, de s'installer dans ces démarches de coopération et finalement de partager de manière plus claire ces grandes ambitions ces objectifs de santé publique que j'évoquais. Notamment, c'est à l'échelle des territoires de santé, en tout cas c'est ce que propose la proposition de loi, on verra comment elle sort du Parlement, mais c'est à cette échelle que devra se penser par exemple la permanence des soins et l'organisation de la permanence des soins entre tous, puisque un des articles aussi de la proposition de loi vient renforcer ce qui avait déjà initié la loi RIS sur la permanence des soins en ambulatoire en installant une permanence des soins aussi des établissements pour que, in fine, l'ensemble des professionnels de santé soient partie prenante et responsable de la permanence des soins dans les territoires. Voilà, il y a d'autres dispositions, mais l'idée, c'est de faire un pas supplémentaire en matière de territorialisation et de confiance faite aux acteurs pour répondre ensemble ou inventer ensemble des modes de réponse et de prise en charge nouvelles pour les patients. Merci. Alors, j'ai une dernière question pour Nicolas Da Silva et ensuite nous ouvrirons les échanges à la salle. Et je suis sûr qu'il y aura divers sujets sur lesquels nous reviendrons. La question que je voulais vous poser, c'est la façon dont vous percevez l'enjeu de redonner du souffle démocratique à la participation aux acteurs à l'échelle des territoires notamment, même au niveau national. On voit que les syndicats sont bousculés avec l'apparition de collectifs qui ont une place extrêmement structurante. Je pense à Médecins pour demain, notamment au niveau national, qui font des appels à la grève extrêmement relayés sur les réseaux sociaux. Comment voyez-vous ces mutations-là de la représentation des acteurs et comment est-ce qu'on peut insuffler davantage de participation des uns et des autres dans le système ? Alors, je voudrais commencer par dire que si tout à l'heure, on a commencé ensemble par une perspective historique, ce n'est pas simplement pour de l'érudition. C'est parce que ça nous donne des pistes, des réponses pour aujourd'hui. Et je pense que ce que disent ces acteurs, évidemment, ils ont des revendications matérielles, mais ils ont aussi des revendications pour un souffle démocratique, pour le partage du pouvoir. Et ce que j'entends dans les discussions précédentes, c'est qu'on ne serait pas allé assez loin dans le pouvoir qu'a l'État et ses administrations dans l'organisation du système de santé. Alors, c'est un point de vue qui se défend, évidemment. C'est l'idée de dire qu'il faut que l'État ait encore plus de poids dans les décisions et dans l'organisation du système de santé en renforçant les prérogatives des ARS dont les directions sont nommées par le pouvoir de l'État, par des réformes de territorialisation où, en fait, mais excusez-moi, je n'ai pas lu le projet de loi, on se demande comment est distribué le pouvoir d'un point de vue démocratique dans les citoyens. Et c'est pour ça que le détour par l'histoire, c'est aussi un détour pour dire que, en fait, on est en train de vouloir construire des choses qui existaient déjà et qui ne marchaient pas si mal. Parce que je conteste évidemment la lecture selon laquelle les caisses de sécurité sociale, que ce soit au niveau local, au niveau régional ou au niveau national, ne fonctionnaient pas du tout. Les caisses, sur la question de l'équilibre budgétaire,
lorsque les caisses n'étaient pas en équilibre budgétaire, historiquement, la plupart du temps, en tout cas jusque dans les années 60-70, c'était parce que l'État lui faisait porter des charges qui n'étaient pas dues. C'est la thématique qu'on appelait autrefois la thématique des charges indues, qui existe encore aujourd'hui. Sur la question des conventions, l'idée que les gens qui ont, lorsque les gens ont le pouvoir, la démocratie sociale, ce n'est pas la démocratie des syndicats, c'est faire élire les cotisants ou peut-être, pour être plus moderne, l'ensemble des personnes d'un territoire, pas se limiter à des cotisants. Mais lorsque les gens vivent dans un territoire, et lorsqu'ils décident, ils savent ce qui est bon pour eux. Et donc dans ces caisses, qu'est-ce qui se passait dans ces caisses, notamment sur la question des relations avec les médecins, avec la médecine libérale? Dans ces caisses, soit étaient passées des conventions, effectivement sur des tarifs, soit lorsque ce n'était pas possible, une histoire oubliée, c'est que c'est dans ces caisses de sécurité sociale, grâce à ces caisses de sécurité sociale, qu'ont pu se développer des formes d'exercice collectif de la médecine. Et face à l'opposition des médecins libéraux sur l'organisation d'un tarif opposable au niveau local et national, que font les caisses, dirigées par des représentants des salariés, mais aussi du patronat? Ils vont négocier avec les médecins qui le souhaitent pour financer la construction de centres de santé. Et alors, c'est très étonnant parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit sur la question de la médecine de premier recours? Il faut développer l'exercice coordonné. Mais ça existait déjà parce que déjà les acteurs savaient que c'était nécessaire. Et c'est pour ça que mon appel à une lecture historique, c'est pour comprendre le fonctionnement des institutions. Et le fonctionnement de nos institutions aujourd'hui, c'est qu'elles vont toujours vers un recul du partage du pouvoir. Et donc, l'enjeu, à mon avis, c'est de redonner du pouvoir. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui sera fait par le projet de loi en cours, mais on comprend bien qu'avec des citoyens qui ont plus de pouvoir, on va pouvoir aider nos députés. On va pouvoir les aider, par exemple. Là, si on prend le cas de la Convention nationale avec les médecins libéraux, les médecins, les représentants les plus déterminés des médecins libéraux organisent une opposition entre l'État et les patients. Comme si l'assurance maladie voulait faire en sorte de produire une mauvaise médecine pour les patients. Et donc les médecins disent dans leur discussion, l'assurance maladie organise une médecine à deux vitesses, une médecine de mauvaise qualité. Pourquoi ils peuvent tenir ce discours? Parce que en fait, les citoyens, ils ne sont pas dans la Sécu. Et donc ils ne savent pas. Une fois de temps en temps, à la télé, on nous dit quelque chose et en fait, on ne sait pas. Alors que lorsque l'assurance maladie est une institution beaucoup plus démocratique, il y a une information partagée et un pouvoir partagé. Et on sait bien que le problème, c'est que nos médecins libéraux sont trop nombreux, mais aussi souvent un peu trop exigeants sur certains points de leur exercice. Et donc c'est pour vous aider, vous en tant que représentant du Parlement, qu'il me semble utile de modifier la gouvernance du système de santé pour revenir à quelque chose de beaucoup plus démocratique. Avec la démocratie parlementaire, pas forcément contre, redonner un souffle à la démocratie sociale. Merci. Alors on peut prendre des réactions, sinon j'ouvre les questions avec la salle. Non ? D'accord. Ok. Alors... Je suis désolé, mais vous décrivez une situation antérieure qui ne correspond pas à la réalité. Enfin, je veux dire que les caisses primaires, par exemple, n'avaient jamais la possibilité de discuter avec les syndicats médicaux locaux pour mettre des tarifs particuliers en fonction de la territorialité. On pourrait en avoir besoin. On pourrait en avoir besoin, et c'est là justement... Moi, la démocratie, c'est un peu dans le prolongement de ce que Frédéric Valletoux évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est comment on implique les collectivités locales. Il y a une représentation, comment, effectivement, on trouve des solutions avec l'ensemble des acteurs au niveau des territoires. C'est ça sur lequel nous n'avons pas suffisamment d'outils, et sur lequel, en effet, il faut donner aux acteurs, il faut donner, y compris aux ARS, la possibilité de contractualiser avec les acteurs des situations particulières en fonction des territoires. Mais honnêtement, c'est la situation antérieure ne le permettait pas. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pourrais vous raconter. Moi, certains peut-être ont dans leur histoire quelques souvenirs. Moi, je me souviens, alors ça remonte effectivement assez loin, mais d'avoir voulu créer une maison de santé à Saint-Nazaire où j'étais élu avec un mode de financement justement qui anticipait ce qu'a été l'accord conventionnel interprofessionnel, qui a bloqué, c'était la caisse d'assurance maladie. Il a fallu qu'on passe par la loi, un amendement justement dans un DMOS
pour créer un article 17 de je ne sais plus quel texte de loi pour permettre que ça puisse exister. Donc les initiatives qui pouvaient être prises par les professionnels et les acteurs locaux, il n'était pas possible de les mettre en œuvre. Je ne dis pas qu'elles sont davantage possibles aujourd'hui, c'est ce vers quoi il faut aller. Mais ne réécrivons, enfin moi c'est pour ça que je réagis, ne réécrivons pas l'histoire en disant qu'avant c'était vraiment la démocratie qui permettait de faire des choses et que maintenant on ne peut plus faire des choses parce que ce serait l'étatisation. Merci. On va passer aux questions de la salle. Donc il y a une première question ici, puis ensuite première. Alors Claude Pigement, je suis membre du conseil de surveillance de l'ARS Île-de-France. Alors ma question s'adresse à Madame Rist et à Monsieur Valtou. Vous avez une chose en commun, c'est que vous défendez une PPL tous les deux sur la santé. Et moi, ce qui m'a frappé sur la PPL Rist, excusez-moi de l'appeler comme telle, c'est que vous avez été obligé de passer des compromis avec les médecins, par exemple sur les CPTS ou l'engagement territorial, et donc ça a permis de faire passer effectivement cette PPL. Monsieur Valtou, quand je lis vos interviews, on ne parle plus du tout de coercition et on ne parle plus du tout d'obligation de garde pour la médecine de ville. Donc j'ai l'impression que par rapport aux médecins, tous les gouvernements, et la même chose pour Marisol Touraine avec le tiers payant généralisé, sont obligés de passer des compromis avec les médecins libéraux, sinon la loi n'est pas appliquée. Donc ma question c'est comment on fait en tant que législateur face effectivement au corps médical tel qu'il est actuellement. Et un petit codicile pour M. Valtou, votre PPL va passer le 12. Comment vous sentez le débat de cette PPL en sachant qu'elle va arriver 4 jours après la PPL Lyotte? Et deuxièmement, vous saurez qu'il y aura des amendements du groupe transpartisan Garot. Et comment vous vous positionnez par rapport à ces amendements? Et est-ce que vous pensez que ces amendements peuvent être majoritaires à l'Assemblée? Merci. Ça fait beaucoup de questions. Merci de vos questions. Je crois que Claude Évin a abordé le sujet tout à l'heure. En fait, quand on fait une loi, il faut qu'elle soit accaparée par les acteurs et qu'elle puisse se mettre en place. J'ai le très bon exemple, avant d'être députée, j'avais été très frappée en étant chef de pôle. En 2016, on nous a dit il faut faire les lettres de sortie absolument de l'hôpital. Maintenant, c'est obligatoire dans la loi. Puis j'avais regardé. En fait, il y avait déjà eu une loi avec Simone Veil. Et ça m'avait frappée. Je me disais, mais il y a une loi depuis Simone Veil qui nous oblige à faire un courrier de sortie à nos patients. Et là, on nous dit qu'il y a une nouvelle loi qui vient de dire la même chose. Donc, en fait, la loi, elle n'est pas appliquée. C'était avant d'être députée. Donc, en fait, les compromis, ils existent. Les compromis, ils ont été faits concernant mon texte de loi et sur les CPTS, l'organisation dans les CPTS, avec le Sénat. On est 2 chambres. On arrive toujours à la fin de la loi à une évolution de discussion d'abord entre députés, puis ensuite avec les sénateurs. C'est aussi ce qui fait la richesse, d'ailleurs, des lois parfois, qui permettent de les corriger, de les améliorer. Et on sort toujours avec des compromis. Au final, la loi finalement adoptée est un compromis entre les 2 chambres et entre les parlementaires. Et effectivement, le poids des acteurs entre en compte, que ce soit à l'Assemblée, ça a été particulièrement le cas au Sénat, où il y a eu une écoute particulière des médecins concernant cette proposition de loi. Mais c'est peut-être pas le plus important. À mon sens, le plus important est d'envoyer le chemin sur lequel on doit se rendre. Et même si la proposition de loi, évidemment, elle n'est pas comme j'aurais aimé qu'elle soit, et j'aimerais que ça aille beaucoup plus vite, et voilà. Mais en même temps, elle donne le chemin. Et elle ouvre la possibilité aux acteurs de s'emparer sur les territoires de ce qui est proposé pour certains à minima, mais qui permet d'avancer et puis qui ouvre des perspectives pour la suite. Oui, comme le disait Stéphanie, il n'y a pas de compromis à passer avec les syndicats de médecins. C'est un compromis avec le Sénat et ce sera la même chose pour tous les textes qui, sur ce sujet, sur le sujet de la santé, prospèrent. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comment vous dire, je cherchais rapidement quelle réforme de la santé les syndicats médecins ont pu approuver ou en tout cas supporter de toutes ces dernières années. Face à un système qui se délite, je cherchais dans les périodes passées à quel moment les syndicats de médecins ont fait preuve, j'allais dire, d'engagement pour effectivement essayer de proposer positivement ou d'accompagner un gouvernement quel qu'il soit dans la vision qu'il pouvait avoir à l'époque de l'organisation des choses et ce qui était proposé aux législateurs. Je ne m'en souviens pas, mais bon, on pourra peut-être
Le numerus clausus, effectivement, peut-être dans les années 70, qui était une proposition des syndicats de médecins et qu'ils oublient toujours de rappeler que c'est pas une invention c'est pas une invention des politiques, le numerus clausus. C'est pas une invention des politiques. Et pour avoir relu certains des débats très anciens dans un livre qui n'était pas le vôtre, mais qui c'était peut-être des extraits de votre livre, qui rappellent bien effectivement, pardon, oui, c'était des extraits de votre livre. Vous rappelez bien effectivement, effectivement en tout cas, vous rappelez bien la pression qu'ont mis les syndicats pour arriver effectivement à mettre en place le numerus clausus. Bon, remontons pas aux années anciennes. Ce que je veux dire simplement, c'est que il y a un moment quand il y a un problème aussi prégnant que l'accès aux soins, parce que parler à n'importe quel parlementaire, député, sénateur, n'importe quel maire, n'importe quel élu, et ils vous diront inévitablement que le sujet dont ils entendent parler le plus auprès de leurs concitoyens, c'est certes ponctuellement la réforme des retraites en ce moment, c'est certes les enjeux de pouvoir d'achat parce que depuis quelques mois, etc. Mais de manière structurelle, depuis des années, ce qui monte, c'est l'accès aux soins. C'est vraiment quelque chose de profond. Et donc, si on attend que les syndicats de médecins soient d'accord sur une réforme pour avancer, moi, je pense qu'on peut encore attendre pendant plusieurs années. Alors maintenant, sur la réforme, sur la question très précise du sort qui sera fait au sujet de la régulation, puisque effectivement le texte qui va être proposé va permettre d'accrocher des amendements qui pourraient amener à mettre le pied dans la porte de la régulation à l'installation, ce qui est évidemment la hantise et le chiffon rouge des syndicats de médecins. Je ne peux pas vous dire ce que sera la majorité à l'Assemblée nationale. Vous avez compris qu'en ce moment, l'Assemblée nationale est un endroit où on lance des sujets et on ne sait pas trop comment ils vont atterrir. Donc ce sujet-là peut atterrir de manière effectivement à ce qu'il y ait une majorité pour trouver qu'une des solutions au sujet, qui ne sera pas peut-être une solution à court terme, parce qu'aujourd'hui, la France est un grand désert médical, donc répartir différemment la misère, ça rendra personne riche en médecins, je veux dire. Mais par contre, qui peut être une solution dans laquelle on souhaite aller pour ne pas reproduire dans les prochaines années, les années dont on espère qu'elles seront peut-être plus fastes en termes de démographie médicale, de reproduire les erreurs du passé. Aujourd'hui, on a 25% des spécialistes de France, enfin des médecins spécialistes qui exercent sur 5% du territoire. Pour moi, la vraie inégalité, elle est là. Ce n'est pas tellement au niveau de la médecine de première cour, la médecine générale. Mais sur les spécialités, on voit des choses qui sont effarantes. Bon, est-ce que pour ne pas reproduire cela, certains ne voudront pas mettre effectivement dans la proposition de loi des choses qui permettront demain de mieux réguler l'installation ? On verra ce que on verra. Et effectivement, au niveau de l'Assemblée, mais aussi au niveau du Sénat. Je peux vous dire que même si le Sénat est encore très à l'écoute d'un certain nombre de revendications syndicales, les choses s'équilibrent beaucoup plus qu'avant. Donc c'est bien qu'il y ait un sujet. Et donc on peut faire soit l'autruche, mettre la tête dedans, comme parfois les amis des représentants syndicaux donnent l'impression de le faire, et faire comme s'il n'y avait pas de sujet, soit au contraire essayer de trouver des solutions qui ne sont peut-être pas des solutions brutales, mais qui permettent à long terme de mieux réguler l'offre de soins, puisque le sujet, ce n'est pas d'envoyer des gens là où ils n'ont pas envie d'aller, c'est de dire aux jeunes médecins ou aux professionnels, il y a des endroits où on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Il y a déjà suffisamment ce qu'il faut. Par contre, la carte de France est vaste et vous pouvez vous installer là où vous voulez. Donc il y aura ce débat à l'Assemblée nationale la semaine du 12 juin parce qu'il y a déjà un certain nombre d'amendements qui vont vouloir poser le sujet. Stéphanie Rist. Oui, merci. Je voulais rebondir sur ce sujet. Je suis beaucoup moins pessimiste, enfin un petit peu moins pessimiste que toi peut-être sur l'implication des médecins sur les réformes. Je crois, et des syndicats, mais je crois qu'on peut accrocher les syndicats de médecins, notamment les syndicats des jeunes. Et toutes nos réformes qu'on fait, toutes nos lois doivent être pensées avec les jeunes. C'est pour eux, c'est eux les médecins de demain. Et je crois qu'on ne peut pas se faire l'abandon de ce que portent les revendications des médecins, les entendre pour certaines. Vous parliez du collectif Médecins de demain. La seule chose que j'ai pu entendre des différentes rencontres que j'ai pu faire, c'est on a des droits, pas des devoirs. Donc c'est assez compliqué effectivement de construire. Mais pour beaucoup d'autres, il y a quand même cette envie de participer à cette transformation nécessaire. Ils ne sont pas forcément sourds aux difficultés. Voilà. Je ne suis pas leur meilleure avocate, parce que ça a été très compliqué sur ma proposition de loi. Ils ont été assez véhéments.
mais je crois vraiment que si on arrive à embarquer plus les jeunes, et notamment les syndicats de jeunes, dans nos réformes, dans nos lois, on aura une vision un peu plus optimiste de l'ensemble des acteurs et on pourra emmener l'ensemble, enfin une grande partie des médecins. Merci. Alors, il y a d'autres questions. Au premier rang. Au premier rang ici, et après monsieur. Oui, mais je vois monsieur après en deuxième. Et monsieur ensuite. Pourquoi pas Alain Baupin, Fédération des centres de santé. Donc on entend bien l'opposition un peu historique, voilà. Mais le cadre dans lequel travaille la sécurité sociale aujourd'hui, et que ce soit Thomas Fatome ou Nicolas Revel hier, c'est le Code de la sécurité sociale, je ne me trompe pas. Et donc ma question est pour les représentants du Parlement actuel et passé. On est aujourd'hui dans un système pour la médecine de ville qui est organisé en conventions libérales. Il y a 9 conventions libérales. La seule qui compte vraiment, c'est celle des médecins. Les autres derrière, ils attendent. Et puis ceux qui attendent encore derrière, c'est les centres de santé. Ils sont regroupés, donc on se retrouve avec un accord national. Surtout, ne bougez pas, n'élevez pas la tête parce que ça ferait des envieux et donc on ne peut pas vous le donner. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un système qui est hérité de 1927, qui est au mieux 1960, les premières conventions, mais qui est complètement obsolète. J'entends assez peu dire aujourd'hui qu'il faut rebattre ces cartes-là. On a une opportunité devant nous. On a travaillé, lundi, je suis dans des expérimentations PEPS, IPEP, article 51, paiement au forfait, paiement supplémentaire à la qualité, paiement SECPA pour des équipes pour le social. Voilà. On a travaillé avec l'assurance maladie, la direction de la sécurité sociale. On travaille très très bien ensemble. On a les services qui sont d'excellente qualité, des gens qui réfléchissent bien. On partage les mêmes ambitions et on se dit, on a réfléchi sur comment on va transposer. On sait que ça va être pour 2024. Mais est-ce qu'on va être obligé encore de se couler dans ce couloir avec un Ondam de ville, un Ondam hospitalier qui sont cloisonnés, avec un petit peu de FIR qui, on ne sait pas ce qu'il fait, ou est-ce qu'on pourra enfin réfléchir et se dire, on en parlait avec Nicolas Revel ce matin, on était à une signature d'une convention sur le GH Nord entre la ville de Saint-Ouen, son centre de santé, et l'ARS Île-de-France, Mémé Verdier était là, et on disait, mais comment on peut faire aujourd'hui pour sortir de ce cloisonnement? Comment on peut arriver, et ça c'est les législateurs qui peuvent y travailler, voilà, c'est une invitation, on a une petite année devant nous pour résoudre le financement, parce que cet exercice regroupé, qu'il soit en maison de santé ou centre de santé, enfin le modèle intégré c'est plutôt ma préférence, y compris des modèles intégrés ville-hôpital. On a François Crémieux à Marseille qui fait des choses tout à fait intéressantes, on en a d'autres, où des centres de santé sont gérés par l'hôpital. Alors je ne veux pas qu'on refasse de l'hospitalo-centrisme sur la ville. Ça, c'est chiffon rouge absolu. Donc ça, c'est impossible, mais qu'on organise, comme dirait Nicolas da Silva, les motivations extrinsèques à travailler ensemble, c'est-à-dire l'argent. Et tant qu'on ne met pas ça, on parle. Qui veut répondre? Moi, pardon. Je pense qu'un des moyens, peut-être, je ne le dis pas avec une forte certitude, mais en tout cas, j'essaye d'y réfléchir, et ce que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure sur différencier le financement des structures, des fonctionnements, du financement des rémunérations des professionnels. Et ça, tant que vous aurez des rémunérations qui sont sur des modes différents, vous n'arriverez pas à rassembler un Ondam ville-hôpital. Vous serez structuré soit ville, soit hôpital. Donc c'est une réflexion, un travail qui ne peut pas se faire dans une proposition de loi en 2 mois. C'est au-delà du travail parlementaire. Je pense que nous, notre travail est de pouvoir évaluer les nouveaux modes dont vous avez parlé, de financement, et d'évoquer des pistes. Mais après, ça doit être porté, c'est une politique vraiment gouvernementale. Voilà. Mais moi, je suis particulièrement convaincue que tant qu'on ne séparera pas d'un côté la rémunération des professionnels et de l'autre côté les financements des structures, des investissements, d'un autre côté, on n'arrivera pas à avancer sur ce que vous demandez. Oui, tout à fait. Enfin, c'est un des sujets d'ailleurs sur lequel je crois la Fédération a eu l'occasion d'ailleurs, y compris de s'exprimer, qui est la rémunération, enfin, ou le financement au parcours, enfin, ou le financement populationnel. Toute la démarche populationnelle est aussi un type de réponse. Et donc là, c'est vrai qu'il faut des outils, y compris juridiques d'ailleurs, parce qu'en effet, il y a besoin que
sécuriser ça et de cadrer ça. Puis un autre élément qu'on a déjà évoqué, que je reprends là, c'est qu'effectivement, il faut qu'on ait une capacité, et peut-être, je n'ai pas vu l'ensemble de ta proposition de loi, mais c'est quand même des éléments à introduire. Il y a effectivement ce qui est discuté nationalement, y compris au niveau conventionnel, puis il y a la manière de l'appliquer territorialement, où il faut effectivement donner aux acteurs et donner au niveau territorial, alors dans une discussion de mon point de vue entre les ARS et les différents acteurs, une capacité d'initiative de financement. Et c'est vrai qu'on est confronté aujourd'hui à une très grande... Alors, je ne veux pas être trop critique de ce point de vue, parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas discuté avec un directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, mais moi je me souviens de directeurs généraux d'assurance maladie qui avaient une très forte résistance à ce qu'il puisse y avoir des initiatives prises au niveau des territoires. Je pense, mon cher Marc, au forfait soins dans les EHPAD, par exemple, parce qu'il y avait toujours cette crainte de dire, oui, mais si on laisse des acteurs prendre des initiatives au niveau local, on va avoir des dépenses qui explosent. Ce n'est pas toujours aussi évident, d'ailleurs. On peut y compris le cadrer avec un certain nombre de règles. Ce qui me semble être tout à fait à travailler, c'est comment on a un système qui est capable de s'adapter à des situations territoriales différentes, pour les raisons qu'on a indiquées, parce que les territoires sont différents, mais aussi parce que la mobilisation des acteurs sont différents. Vous avez cité un certain nombre d'exemples tout à l'heure, où on voit bien qu'il y a des acteurs qui sont prêts à prendre des initiatives. C'est comment on porte ces initiatives, et on supporte dans le sens supporter ces initiatives. Et c'est vrai qu'il faut qu'on débloque des modalités de financement. Alors, il y a des financements au parcours, il y a d'autres types de financements qu'il faut effectivement qu'on arrive à inventer. Et donc pour ça, en effet, il y a des outils législatifs ou réglementaires à mettre en œuvre, mais il faut qu'on ait cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un système qui soit beaucoup plus souple dans ses modalités de mise en œuvre. Et c'est vrai qu'on a encore beaucoup de difficultés, mais y compris d'ailleurs avec le partage avec les acteurs. Je me souviens de discussions avec des représentants de syndicats médicaux me disant « mais c'est pas possible, il faut qu'il y ait un cadre général qui soit le même ». Ben non, c'est pas, dire que le C ou que la CCAM soit effectivement définisse un cadre général qui soit effectivement sur l'ensemble du territoire, mais c'est comment on va adapter. La question de l'aide à l'installation. Alors il y a eu quand même des évolutions dans les négociations conventionnelles avec des aides à l'installation qui soient différenciées. Mais pourquoi est-ce qu'on a des villes dans lesquelles le secteur 2 est très important? C'est parce qu'on n'a jamais voulu poser, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs sur les limites, y compris quand les organisations syndicales discutaient avec les syndicats médicaux, ils ne se sont jamais posé la question des problématiques d'installation des professionnels libéraux. Et pourquoi il y a des professionnels libéraux qui ont été obligés de se mettre en secteur 2? C'est parce que justement, ils n'avaient pas d'autres moyens financièrement de payer des loyers importants ou des charges particulières. Donc, comment on adapte notre système à des situations où notre pays, il est effectivement avec des principes républicains qu'il est hors de question de mettre en œuvre, mais comment dans les modalités de mise en œuvre, on adapte à des situations différentes. Et c'est ça les enjeux aujourd'hui, qui me préoccupent les plus particulièrement. Alors, l'heure tourne, et donc on va peut-être prendre une ou deux dernières questions. Donc, il y avait monsieur et madame au premier rang. Voilà, monsieur d'abord. Bonjour, Jérôme Passy-Gousset, je suis directeur d'établissement public médico-social. Je gère une quinzaine d'établissements. Faire la loi et l'appliquer. Donc moi, je voulais évoquer la question effectivement de l'applicabilité de la loi. Donc un témoignage et puis une question. En tant que directeur d'établissements médico-sociaux, nous subissons un tsunami réglementaire avec une perte de sens du soin et de l'accompagnement. La mission de direction, sous budget contraint, vous l'avez rappelé, on a l'ONDAM qui se décline localement, devient impossible au regard de l'inflation continue de la réglementation, tatillonne. Nous découvrons très régulièrement que nous ne sommes pas conformes. J'allais dire, c'est notre quotidien. Voilà. Moi, j'identifie 3 risques. Le premier, c'est ne plus avoir de candidats sur les postes de direction. Ce qu'on observe déjà clairement sur des EHPAD ruraux. Voilà. Deuxièmement, une souffrance croissante. Alors, je ne parle pas de la mienne, mais je veux dire, voilà, des acteurs en responsabilité. Et puis surtout, une mise en risque de ces acteurs, voilà, qui ne sont peut-être même pas conscients des dangers qu'ils vivent. La question. La logique du droit anglo-saxon peut-elle être introduite dans notre culture de droit romain? Je vais vous donner un exemple.
depuis 2018, on doit appliquer le règlement européen, le RGPD. Or, ce règlement européen, il repose sur une logique de droit anglo-saxon, avec des principes qui sont posés. Il y a 8 principes, dont la comptabilité, et qui consistent à sécuriser et rendre compte d'un certain, sans fixer de niveau précis de sécurité, mais rendre compte aux acteurs dont on traite les données. Voilà, donc, à mon avis, il est urgent de recentrer la loi sur les principes, ça a été évoqué, le règlement sur l'application de ces principes, et puis surtout de laisser une autonomie aux acteurs locaux de contrôle, on a évoqué les ARS ou d'autres acteurs, pour avoir une intelligence dans l'application de la loi, ne pas perdre l'esprit de la loi. Voilà. Et votre Merci question pour votre écoute. Quelle est votre question donc? Ma question, c'est peut-on introduire du droit, plutôt une logique de droit anglo-saxon, où on responsabilise les acteurs, plutôt que du droit très bavard, qui va dans des détails, qui normalise avec des éléments ultra précis, et qui n'en finit pas de mettre les acteurs en décalage par rapport à la norme. D'accord, donc une constitution coutumière. On a un petit peu répondu en début de la table ronde sur le sujet, mais peut-être ajouter effectivement ce qu'on peut se rendre compte quand on évalue les applications, c'est que parfois par manque de capacité de contrôle des acteurs, on va en amont rigidifier la loi. Et peut-être que là, c'est une marge aussi d'amélioration. Je ne crois pas à la toute simplification, je ne sais pas comment le faire, mais en tout cas, petite marge d'amélioration en renforçant peut-être ses pouvoirs de contrôle et en laissant plus d'autonomie au démarrage. Et c'est vrai qu'on se rend compte de ça. Peut-être une dernière question qui était celle de Madame. Désolé, mais après on va arrêter. Peut-être moins une question qu'une réflexion de fin de journée. Laurence Bernard, donc je suis directeur d'hôpital. On a eu l'occasion d'échanger avec Stéphanie Rist récemment au titre de la Commission nationale des directeurs de centres hospitaliers sur la réforme de la tarification. Et c'est là-dessus que je voulais revenir pour rebondir sur ce qu'a dit Claude Évin sur il n'y a pas de financement sans organisation, et ce qu'a dit Stéphanie Rist sur la question de la responsabilité à un moment donné des comptes sociaux. Et je voulais simplement vous dire que sur le terrain, c'est précisément à ça que nous sommes confrontés au quotidien, avec une vraie difficulté aujourd'hui. Ce sera peut-être le sens de ma question. Et je réalisais en vous écoutant combien finalement le tarif hospitalier était la contraction, peut-être même la contradiction, d'un certain nombre de vecteurs législatifs et réglementaires qui font qu'à un moment donné, nous, sur le terrain, on applique avec ce tarif-là une forme de contradiction des textes entre eux. Et je voudrais prendre un exemple très précis, qui est celui du financement de la loi Ségur, sur lequel aujourd'hui nous faisons le constat, en tout cas au niveau des centres hospitaliers, d'un déficit de financement majeur sur ces tarifs-là. Frédéric Valtou l'a rappelé. Et nous portons finalement la difficulté que vous avez au niveau national à rendre cohérent entre eux parfois des textes qui se traduisent et qui se concentrent finalement, pour nous, directeurs d'hôpitaux, mais présidents de CME aussi, sur ce tarif hospitalier qui porte lui-même ses contradictions. Et l'une de mes questions est peut-être de savoir comment aujourd'hui on pourrait travailler pour améliorer cette cohérence, sur la transparence de ce système qui nous permette, nous, de partager avec les communautés hospitalières de quoi il est construit et comment sont financés aujourd'hui et qu'est-ce qu'on finance finalement au travers de ces tarifs et qu'est-ce qu'on ne finance pas. Je sais pas si quelqu'un veut réagir à cette question assez technique. Non, mais c'est intéressant cette question d'ailleurs sur le financement, parce qu'y compris si on se resitue dans une perspective historique, il s'avère que je suis un peu ancien combattant moi dans cette affaire, parce que j'ai connu au moins 3 modes de financement des établissements de santé. J'ai connu le prix de journée. Et alors le prix de journée, c'était... Moi j'ai connu des budgets, voter des budgets, quand j'étais administrateur du centre hospitalier dans la ville dans laquelle j'étais élu, on votait il y avait des dépassements de 13 à 14% chaque année. Qui peut imaginer ça aujourd'hui, quoi. Et donc on est passé au budget global. Je devais être même le rapporteur de la loi, présenté par Pierre Bérégovoy à l'époque.
Et puis on s'est rendu compte que le budget global, ça avait aussi des effets pervers. Alors, le prix de journée en avait, le budget global en avait, la tarification à l'activité a aussi des effets pervers. Alors maintenant, je vois qu'on veut sortir de la tarification à l'activité. Je ne sais pas vers quoi on va aller, mais en tous les cas, c'est intéressant de resituer ça historiquement. Alors en effet, la question que vous posez, moi, c'est une question qui est en effet la plus pertinente. C'est-à-dire, c'est comment, par rapport à des modalités de financement, comment on peut associer l'ensemble des acteurs à la prise de conscience de ce qu'ils génèrent dans leur activité a un impact sur l'ensemble de la collectivité. C'est d'ailleurs un des éléments qui ne concerne pas uniquement les établissements de santé, parce que moi j'ai rappelé souvent dans des débats publics que la dépense publique en matière de santé, c'est quand même, on commence par générer de la dépense et on se pose après la question de savoir à quoi ça a servi et combien globalement ça a coûté. Et donc il faut qu'on arrive effectivement, mais quelles que soient les modalités de financement. Alors moi j'ai quand même plutôt tendance à considérer que c'est quand même un peu plus facile avec des notions de tarification à l'activité que ça l'était avec le budget global, parce que le budget global, il n'y avait pas de visibilité. Donc je veux dire, c'était quand même ce qu'on appelait une boîte noire, quoi. Alors je ne dis pas que la tarification à l'activité est merveilleuse et que ça répond à tous les problèmes, parce que c'est vrai qu'il y a des effets pervers. Mais c'est vrai que c'est l'enjeu que vous évoquez, c'est-à-dire comment les acteurs qui génèrent de la dépense prennent conscience, c'est un peu peut-être paternaliste de dire ça comme ça, mais prennent conscience de ce que ça génère en termes y compris de démarches collectives, parce qu'in fine, c'est quand même comment on assure la solidarité par un financement collectif. Et comme chacun génère de la dépense qui pèse sur l'ensemble de la collectivité, il faut bien qu'à la fin on s'y retrouve. Et c'est là les mécanismes de maîtrise. Et c'est cette pédagogie-là qu'il faut faire, effectivement. Et moi, je suis toujours désemparé ou furieux quand je vois qu'on on restreint les dépenses d'assurance maladie. C'est pas vrai. Elles continuent d'augmenter. La question de pas de savoir si elles augmentent, c'est de savoir à quoi elles servent. Et c'est cette question qu'il faut qu'on arrive à poser avec les acteurs en permanence. Merci. Alors l'heure tourne. Je pense qu'on va devoir arrêter dans pas longtemps. Mais alors peut-être, puisque Amélie Verdier nous a fait le plaisir de revenir au sein du salon, pour un mot de la fin, peut-être. Alors non, mais en recentrant le sujet sur une approche un peu précise, mais pour en votre qualité à la fois de présidente du. Voilà, mais avec aussi un regard plus pondéré de Nicolas Da Silva qui disait qu'il faut aussi donner plus de souffle aux acteurs en démocratie et en santé dans les territoires. En fait, au fond, dans les prochains mois, comment voyez-vous les choses en termes de priorité du point de vue de votre qualité de présidente du collège des GDARS ou au sein de l'Île-de-France? Il y a un certain nombre de réformes qui ont été appliquées récemment. Je pense notamment à la loi d'avril 2021 dont Stéphanie Rist était rapporteur sur ce qui encadrait notamment l'intérim médical avec des difficultés ponctuelles localement. Comment est-ce que vous voyez les choses et quelles sont vos priorités Alors, priorité 1, qui est la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, c'est comment on rend désirables les métiers soignants, au sens large, aucun doute. Et à la fois pour donner envie aux étudiants et pour donner envie à tous ceux qui le sont de le rester. Donc ça, c'est très clair. Et il peut y avoir des dispositions législatives qui nous y aident. On a eu l'occasion d'en parler d'ailleurs récemment avec Stéphanie Rist, y compris en termes de coopération entre professionnels de santé, parce qu'il faut quand même là aussi se rappeler qu'il y a des choses qu'il faut un peu forcer parfois, ça c'est sûr. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est effectivement nous donner de la souplesse et de l'initiative. Mais je crois que c'est quand même... Enfin, on a des leviers pour faire. Les ARS sont quand même des moyens. Et d'ailleurs, on ne fait pas tous les mêmes choses tout à fait selon les territoires. Voilà, pour être brève. Très bien. De la confiance aux acteurs et de la souplesse. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces échanges, ces points de vue.